Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Regard croisé. Dans Regard croisé, aujourd'hui, nous recevons M. Abdallah Yattara, qui est consultant, il est formateur. M. Yattara, bonsoir. Bonsoir, merci M. Antoine pour l'invitation et salut à mes co-débatteurs. Merci beaucoup. En plus de M. Abdallah Yattara, il y a Dr Amadou Touré, il est enseignant-chercheur. Docteur, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Ça va bien? Très bien. Ça faisait 2 jours. Hein? Ah, tout à fait. Okay. J'étais à Tombouctou. Ah, voilà. À Tombouctou, ça va là-bas? Ah, très bien. Dieu merci. Merci. Et notre collègue Youssouf Sissoko est journaliste. Youssouf, bonjour. Directeur, bonsoir et bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs de Renouveau TV. D'accord, merci pour nos invités. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre au CEDEAO-AES et aussi le programme d'action du gouvernement qui a été approuvé par le CNT, Conseil national de transition. Je vais vers M. Sissoko. On a vu dans la semaine une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de l'AES et puis l'envoyé de la CEDEAO. Donc peut-on parler de détente entre la CEDEAO et l'AES? Oui, on peut peut-être parler ainsi, mais il faudrait rappeler quand même à nos téléspectateurs que, en tout cas, cette rencontre entrait dans ce qu'on appelle le processus normal de divorce entre l'AES et la CEDEAO. Oui. Parce qu'on se rappelle qu'au mois de janvier 2025, les pays de l'AES ont décidé justement de se retirer définitivement. Alors, et pour la CEDEAO, la procédure voudrait bien qu'on donne 6 mois. Et après ces 6 mois maintenant, peut-être la rupture sera totalement consommée. Je crois que cette rencontre est en prélude, si vous voulez bien, au sommet ordinaire qui est prévu en tout cas au mois de juin. Donc avant cela, il faudrait justement définir les modalités de la rupture et voir dans quel cadre, en tout cas, les États de l'AES et ceux de la CEDEAO peuvent collaborer. Parce que comme vous le savez, ces pays-là, ces différents pays ont un destin commun, ces différents pays partagent le même espace. Donc il était normal quand même que malgré la rupture, que ces pays-là restent en contact, ne serait-ce que pour collaborer de façon bilatérale et faire en sorte que alors les acquis qui ont été réalisés quand même pendant les 50 dernières années avec la CEDEAO, que ces acquis-là puissent être préservés. Je peux citer entre autres la libre circulation des personnes et des biens, ensuite, si vous voulez bien, le développement économique, la lutte contre l'insécurité. Je crois que cette rencontre est une rencontre en tout cas nécessaire pour justement définir les différentes stratégies pouvant permettre en tout cas une séparation à l'amiable. Ok. Donc, docteur Touré, les deux parties, comme on peut le lire dans le communiqué de presse conjoint, les deux parties ont rappelé la volonté des chefs d'État de la sous-région de privilégier l'intérêt supérieur des populations ouest-africaines. Comment comprenez-vous cette attitude aujourd'hui, alors qu'auparavant il y a eu des sanctions, il y a eu un bras de fer, c'était à un bord où vraiment c'était très inquiétant. Mais aujourd'hui, nous voyons que vraiment la diplomatie prend le pas. Ouais, c'est tout à fait normal, comme on l'a dit, la CEDEAO et l'AES, c'est deux entités différentes dans le même espace. Donc la cohabitation est forcément nécessaire. Et d'ailleurs, même, on n'a même pas le choix, l'AES comme la CEDEAO. Cette première rencontre, pour moi, de tous, c'est les mêmes populations. Les mêmes populations, oui. La même sous-région, mais avec deux entités différentes. Donc si on revoit un peu le scénario de la rencontre entre les deux entités, pour la première fois, la CEDEAO, logo CEDEAO à côté du logo AES. Donc c'est vrai que c'est un grand pas. Donc c'est vrai que dans l'acceptation d'un divorce prochain, il y aura ce qu'on appelle les enjeux logistiques, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut garder comme acquis. Donc cette première rencontre, pour moi, c'est une étape importante aux enjeux multiples. Et quand on parle d'enjeux, il y a les acquis de la CEDEAO, il y a aussi ce dont le peuple AES attend de l'AES, notamment la libre circulation des personnes et des biens, les activités économiques entre l'AES et la CEDEAO, et surtout la lutte contre le tout. Donc il y a certains aspects qui seront forcément discutés entre les deux entités avant toute négociation ou avant tout divorce. Mais je pense que la raison a prévalu parce qu'on a cette fois-ci l'impression qu'il n'y a pas trop de tension. Les choses rentrent dans la diplomatie, rentrent dans la raison parce qu'on se sépare mais on reste toujours les mêmes. Donc moi je pense que cette première rencontre, au vu des conclusions, au vu des recommandations, je pense qu'il y aura d'autres rencontres pour aller en profondeur, notamment comment il faut quitter les traités,
comment il faut capitaliser les acquis, et comment avoir les logistiques. C'est pas logistique qu'il faut forcément. Au départ des doutes, nous avons les sièges de la CEDEAO au sein de l'AES. Au départ, nous avons les populations. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait discuter ou aussi faire des concessions. Et qui, on dit bien, on n'a pas le choix. Et on a l'habitude de dire que l'AES comme la CEDEAO ne vont pas se déplacer, mais il faudrait que les deux entités discutent pour le bien-être des populations. Voilà. Monsieur Abdallah Yattara, nous voyons avec ce qu'a dit les deux invités que la diplomatie a pris le dessus. Tout à fait. Je crois qu'on est pratiquement arrivé au terme du délai de grâce accordé par la CEDEAO pour pouvoir encore faire revenir les 3 pays de l'AES au niveau de la CEDEAO. Je crois que pratiquement fin juin, ça sera la fin du délai de grâce. Je crois qu'il n'y a plus de possibilité à ce que les 3 pays les retournent. Je crois qu'il va falloir maintenant entamer le processus de retrait. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils sont venus rencontrer les 3 pays de l'AES. Parce qu'à l'origine, la CEDEAO avait d'abord commencé par une approche individuelle de chaque pays. Je sais que l'AES a refusé, et demandant une approche collective de ces 3 pays-là pour que les 3 pays puissent s'aligner sur la même longueur d'onde. Donc effectivement, l'AES la CEDEAO a été obligée de se plier à cette exigence-là, donc venir rencontrer les 3 pays au Mali ici. Donc vous savez, ça a un double objectif, à savoir définir à la fois le champ d'application du dialogue qui va venir, mais aussi le format des futures négociations. Donc il s'agissait de ça, parce que tout simplement, vous savez, l'AES, la CEDEAO, les 3 pays de l'AES, forcément, il y a à peu près 27 projets et programmes financés par la BDC et la CEDEAO, mais il y a aussi les 3 pays de l'AES aussi qui ont 11 millions de dollars dans le capital de la BDC aussi. Donc il y a beaucoup d'autres enjeux là qu'il va falloir négocier pour une sortie. On peut dire que les décès sont liés? Forcément. Et c'est pour cela, d'emblée, je crois qu'on a acté 2 choses. Et la première chose, c'est quoi? C'est la lutte contre le terrorisme. L'ASP, la CEDEAO a lutté contre le terrorisme, mais aussi la libre circulation des biens et des personnes, toujours à la fois dans les 2 espaces. Comprenez, ça a été déjà acté avant même que les négociations ne commencent. Je crois que c'est de bonne guerre si les 2 entités se retrouvent, et pour une future collaboration et pour le bien aussi, pour l'intérêt de la population. Donc, M. Sissoko, qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives après cette rencontre-là? Donc, moi, je pense que vraiment le divorce est déjà consommé. Oui, mais maintenant, les temps à venir, qu'est-ce que les mois prochains peuvent nous servir? Oui, les perspectives sont bonnes. En réalité, moi, j'ai tout le temps dit que ce divorce-là, c'est un divorce momentané. Parce que ce qui nous dit, en tout cas, ce qui lie les pays de la CEDEAO est tellement plus fort que ce qui peut nous diviser, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est sur un seul point qu'il y a peut-être mésentente entre les pays de la CEDEAO, entre la CEDEAO et l'AES. C'est surtout le point relatif, en tout cas, au respect de la Constitution. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une rupture constitutionnelle, la CEDEAO, en tout cas, dans ses principes, sanctionne généralement les pays, en tout cas, qui font ça, qui commettent, en tout cas, cette faute-là. Je crois qu'à part ça, sur tous les autres, en tout cas, aspects de la vie, je crois qu'il y a une parfaite entente. C'est pour tout simplement dire que cela augure, en tout cas, d'un futur très radieux, en tout cas, pour ces pays-là. Parce que je suis convaincu d'une chose, il ne peut pas y avoir, en tout cas, séparation entre les peuples, la CEDEAO, parce que nous sommes liés. Et cette balkanisation, si je peux m'exprimer ainsi, c'est dû en tout cas à la colonisation. Sinon, quand on regarde en tout cas les cultures, les traditions, les populations sont presque imbriquées, donc elles sont ensemble véritablement. Donc moi je crois que la raison, comme il a si bien dit, est en train de prévaloir. Et je suis sûr et certain qu'au-delà de tout ça, je crois qu'il y aura une entente parfaite. Et je crois que l'avenir sera vraiment radieux. Monsieur Sissoko, est-ce que la CEDEAO aussi est exempte de reproches? Du tout, du tout. Vous savez, aucune organisation, l'ONU, l'Union européenne, il n'y a aucune organisation qui est vraiment exempte de reproches. Mais je dis, franchement... Parce que souvent aussi, nous voyons certains chefs d'État de la CEDEAO, franchement, on parle de coup d'État, mais il y a une autre forme de coup d'État souvent qui est là. Oui, en fait, il ne dit pas son nom. Hein. En fait, moi, je suis d'accord avec vous. En fait, dans une organisation, il faut chaque fois prendre les choses, en tout cas, du bon côté. C'est-à-dire que ne mettons pas trop l'accent sur justement les ratés, les aspects négatifs. Et ce qui est important aujourd'hui au sein de la CEDEAO, c'est surtout cette intégration-là que nous constatons. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la CEDEAO paraît aujourd'hui être l'organisation la mieux structurée en Afrique et dans la sous-région.
Donc, alors, à partir du moment où nous avons en tout cas tous ces bons résultats, donc pourquoi ne pas mettre l'accent sur ces bons résultats et faire en sorte que, en tout cas, ces erreurs, les errements qui sont commis, faire en sorte qu'on puisse en tout cas positiver ça. Vous avez parlé tantôt des révisions constitutionnelles, du maintien en tout cas au pouvoir au-delà du délai constitutionnel. Vous savez, c'est des choses qui sont là quand même, qui méritent en tout cas d'être bien analysées et trouver des solutions. Mais je crois que mettre à plat comme ça une organisation qui a fait ses preuves, c'est là où je ne suis pas d'accord avec en tout cas beaucoup de gens qui pensent que non, les pays de l'AES devaient sortir. Surtout que la spécificité de ces pays-là, c'est que c'est des interlands, des pays qui n'ont pas accès à la mer, des pays qui ont besoin justement beaucoup plus, en tout cas des pays qui ont des mers, plutôt que des pays qui n'ont pas de mer. Donc moi je crois que c'est ça l'erreur, en tout cas que nos dirigeants ont commis. Et je pense que ça va être corrigé, ils comprendront finalement que la collaboration est vraiment une obligation. D'accord. Docteur Touré, nous voyons aujourd'hui que l'ordre mondial est vraiment bouleversé. Donc aujourd'hui, quelle peut être vraiment la place de l'AES dans l'Afrique de l'Ouest, au-delà même de la CEDEAO? Donc l'AES, prime abord, l'AES, c'est une organisation sanitaire, au départ venue d'une question d'existence des pays membres, due à la politique 2 poids 2 mesures de la CEDEAO. Notamment, vous l'avez cité ici, la logique CEDEAO s'applique au compte-gouttes en fonction du client. Donc cela veut dire que c'est tout à fait normal que l'AES prend en main son destin et évolue. Maintenant, heureusement que la CEDEAO a compris que la même sous-région, il y a les deux entités. J'ai beaucoup insisté sur les deux drapeaux. Et même dans le logo CEDEAO, on a l'impression qu'il y a toujours la place de l'AES. Donc l'AES aussi a son logo. Donc cela veut dire que les perspectives sont bonnes dans ce sens où l'acceptation de l'AES au sein de la CEDEAO comme entité peut-être pourra être acceptée. Et la CEDEAO aussi va faire des concessions. Mais sur le plan sous-régional, l'AES est déjà une entité forte. Parce que l'AES a déjà marqué l'histoire par ce qu'on appelle les prouesses sécuritaires, en termes de dynamique, en termes de réorganisation, en termes de structure qui est partie de zéro pour être ce qu'elle est aujourd'hui. D'une confédération qui tendrait plutôt, dans les années à venir, selon les initiateurs, vers une fédération. Donc vous savez que, quel qu'en soit le cas, l'entité AES va jouer un rôle. Et surtout, si on quitte notre région, notre sous-région, même l'Afrique, l'AES a plutôt des partenariats avec des pays puissants, tels que la Russie, la Chine, j'en cite quelques-uns, mais c'est pour dire que l'AES a un rôle à jouer au sein de la communauté internationale. Donc si vous suivez un peu l'actualité nationale et internationale, on a tendance qu'il y a ce qu'on appelle les cabales, une désinformation, des narratifs erronés sur l'AES. Parce que si l'AES devient structurellement formelle, on avait dit au départ, ça pourrait désintégrer la CEDEAO au fil du temps. Donc ça veut dire que l'AES, qu'on le veuille ou pas, sur le plan géopolitique et géostratégique, l'AES joue un rôle important. Ne serait-ce que dans la sous-région, Afrique de l'Ouest, nous avons déjà... Dans la géopolitique aussi, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Et les pays, les pays n'ont pas d'amis, mais les pays ont des intérêts. Donc cela veut dire qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, nous avons la CEDEAO, nous avons l'AES. Quitte à décider entre les responsables, les autorités, pour qu'au finish, nous trouvons ce que nous voulons, nos intérêts, sauvegarder l'AES, en tant qu'entité qui peut collaborer avec la CEDEAO dans le respect mutuel. D'accord. Monsieur Abdallah, même si les circonstances, les situations ne sont pas les mêmes, parce que sur le plan politique et économique, il n'y a pas assez de comparaison, mais quand nous prenons par exemple un petit exemple avec le Brexit en Europe, vous voyez que ces pays-là, ce sont des pays très puissants, on peut le dire comme ça, mais en réalité, les Anglais sont sortis de l'Union européenne. Et ça fait quand même des traitements, mais en réalité, ça n'a pas été comme chez nous. Oui, vous savez, l'Union européenne a fait à peu près 50 à 60 ans pour se construire. Comprenez, donc c'est une institution très solide. Exactement, donc c'est une institution très solide qui peut résister à des tempêtes comme ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'AES. Et c'est ce que même je reproche à l'AES. Je dis qu'une organisation comme ça, comme l'AES, se construit pas à pas. Mais en réalité, dans l'AES, on veut tout faire ensemble. Et à la fois l'intégration économique et l'intégration sociale aussi. Moi, je crois qu'il va falloir réviser ce système-là. Donc, selon vous, aller par étapes. Exactement. Moi, je suis resté ça. Parce que jusqu'à présent, moi, je reste sur ma position. J'ai dit que moi, je suis pour une AES uniquement dans sa charge fondatrice. C'est-à-dire la lutte contre l'insécurité et le tourisme dans la zone des 3 frontières. Au-delà, je ne suis pas pour l'AES. Comprenez, je reste sur cette position-là. L'AES serait plus utile
dans la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il ne faut pas que la CEDEAO aussi se le cache. Si le Mali, le Burkina, le Niger venaient à éclater aujourd'hui par faute du terrorisme, la CEDEAO tombera, forcément. Le Mali, le Burkina, le Niger constituent aujourd'hui un bouclier pour que le terrorisme ne puisse pas se propager dans les autres pays de la CEDEAO. La CEDEAO doit comprendre ça et ménager un peu ces trois pays-là. Ça, c'est de bonne guerre. Mais j'ai dit, je reste formel sur ça. Moi, j'ai vu une AIS uniquement dans sa charte fondatrice. Mais au-delà, par rapport à l'intégration économique ou à la future création de la monnaie, je ne suis pas pour ça. Donc, pour moi, l'AIS serait beaucoup plus solide dans sa charte fondatrice pendant des années encore, avant de pouvoir se projeter peut-être vers une organisation économique ou une organisation monétaire. Mais consolidons d'abord l'AIS dans sa charte fondatrice. Et d'ailleurs, la preuve, on parle de confédération. Et jusqu'à présent, c'est le Mali et le Burkina qui ont ratifié la charte portant le traité pour la création de la confédération. Le Niger ne l'a pas encore fait. Et c'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas encore dans la confédération. Par contre, nous sommes dans l'AES, parce que le traité portant création de l'AES a été effectivement ratifié par ces trois pays-là. Mais le traité portant création de la confédération a été ratifié par le CNT Burkina et par le CNT Mali. Mais pour le moment, il reste le Niger pour que ça soit effectivement une confédération. Monsieur Sogo, au-delà même de la CEDEAO, quand on prend sur le plan continental, essayons de voir un peu avec l'Union africaine. Pourquoi il n'y a pas eu tant de tollé entre le Mali et l'Union africaine et la CEDEAO? Oui, parce que vous savez, avant de répondre à cette question, je voudrais dire à mon cousin que, pour paraphraser le président ghanéen, il dit qu'on est mieux dans un ensemble de 15 que dans un ensemble de 3. Je crois que ça en dit long, parce que quand on essaie de voir le monde, au moment où les autres sont en train justement de se battre pour en tout cas des regroupements très forts. Le cas des États-Unis par exemple, qui rêve, Donald Trump qui rêve d'avoir le 51e État comme le Canada, le Groenland ou le Canada, etc. Canada aussi. C'est le même moment que nous choisissons pour nous mettre en tout cas un peu à l'écart. Je crois que ça c'est une erreur d'appréciation. Et il a dit, l'AES, personnellement aussi je ne suis pas contre la création de l'AES, mais pourvu que les missions qu'on va assigner à cette organisation soient des missions explicites liées peut-être à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre l'insécurité, et peut-être définir même, pourquoi pas, des projets de développement. Ça, c'est possible, mais quitter la CEDEAO, franchement, ça ne s'explique pas. Maintenant, par rapport à l'Union africaine, vous savez, l'Union africaine est structurée de telle sorte qu'il y a des grands ensembles, c'est-à-dire que des grands ensembles sous-régionaux. Alors, généralement, quand il y a en tout cas une crise de ce genre, l'Union africaine, je veux dire, laisse en tout cas le soin à cette organisation de Chine. Il y a des regroupements en Afrique centrale, en Afrique du Nord, en Afrique centrale, etc. Voilà, donc, et l'Union africaine était tellement fière justement de la CEDEAO. Et vous savez, pour votre information, c'est normalement depuis 2017 d'ailleurs qu'on devait aller à la création de la monnaie unique au niveau de la CEDEAO. C'est-à-dire que nous avons fait tellement d'avancées au niveau de la CEDEAO. Le passeport, avec la carte ININA, on peut circuler librement. Je crois que c'est des acquis qu'il fallait préserver et rester justement se battre pour que ce que vous reprochez, ce que chacun de nous reproche justement à la CEDEAO, pour qu'on puisse corriger ça. Maintenant, quitter chaque fois une organisation qui est en tout cas sur le point de poser des actes en tout cas de développement, je crois que c'est ça que peut-être nous, même moi, je ne gomme pas. Donc encore une fois de plus, l'Union africaine laisse le soin en tout cas à la CEDEAO de gérer. Mais ce qui est sûr, c'est que cette attitude de l'AES n'est pas du tout du goût de l'Union africaine, qui peut-être est sur la même longueur d'onde que la CEDEAO en cas de sanctions à prendre par rapport en tout cas à de telles situations. Docteur Touré, on serait mieux dans un groupe de 15 qu'un groupe de 3? Moi, même un groupe de... même seul, on est mieux quand on a ce qu'on appelle les besoins, les intérêts et les positions sont conservées. L'Angleterre a quitté l'Union européenne, l'Angleterre existe. Il y a beaucoup de pays même qui ont quitté... Même si les situations ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il faut savoir quitter. La logique, moi je ne comprends pas la logique qu'on veut nous imposer. Un pays qui était en crise, qui était dans des difficultés, qu'on sanctionnait, des sanctions, on a l'habitude de dire illégitimes, mais dans tous les cas, la CEDEAO à un moment donné a fait une très mauvaise appréciation de la situation dans ces pays. Où les pays avaient besoin d'elle n'étaient pas là. Donc il était normal que ces pays se prennent les responsabilités. Donc de ce fait, à quoi a servi la CEDEAO dans la résolution de nos problèmes en ce temps? Qu'est-ce que la CEDEAO fait? Donc, ça veut dire que la CEDEAO aussi n'est pas rose. La CEDEAO elle a commis ce qu'on appelle des erreurs, une mauvaise appréciation des situations politiques et sécurité dans nos pays. Au lieu de nous aider, elle dit non, on va activer une force d'attente pour venir nous attaquer, augmenter le problème. Donc c'est pour dire, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné.
Moi, je suis de ce point. Donc, en allant, pour répondre à mon doyen, Yatara, pour le cas du Niger, il est bon qu'on comprenne que le Niger a commencé sa transition avec les assises de la refondation. Il va avoir ce qu'on appelle le conseil consultatif, qui pourrait jouer le rôle du CNT. En ce moment, le traité pourrait être ratifié. Ouais. Donc, cela veut dire que c'est des questions d'organisation. Mais dans tous les cas, moi, je suis un fervent défenseur de l'AES parce que moi, je pense qu'il est temps qu'on prenne notre destin en main. On a été plusieurs années dans des problèmes, des sanctions. Mais quelle est la différence aujourd'hui? Je dis la différence est qu'il y a ce qu'on appelle la souveraineté politique, la souveraineté militaire et bientôt la souveraineté économique. Et d'ailleurs, on a eu la chance de quitter avant l'ECO. L'ECO, comme le franc CFA, c'est la même dénomination. Donc il faut vraiment que les pays se développent. Et on a l'habitude de dire, dans les pyramides de la souveraineté, on a quoi? On a d'abord l'économie. C'est l'économie qui reflète l'image. Quand on parle du dollar américain, c'est les États-Unis. ECO pour qui? Quand vous partez en Europe, même en Afrique de l'Ouest, vous avez chaque pays presque a sa monnaie. Chaque pays a sa politique. Pourquoi on veut s'ingérer, nous téléguider dans notre pouvoir économique? Celui qui donne l'argent et celui qui reçoit ne sont jamais les mêmes. Il faut qu'on ait la capacité à un moment opportun. Heureusement, j'ai vu dans le journal, hier soir, dans la banque, des investissements. Donc l'AES est en train de se démarquer vis-à-vis de cette politique qu'on appelle la politique monétaire éco. D'accord. Monsieur Abdallah, pour sortir de ce thème-là, est-ce qu'aujourd'hui, après ces premières rencontres-là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre des perspectives entre la CEDEAO et l'AES? Bon, les mois à venir, les années à venir. Forcément, je vous ai dit au départ qu'en réalité, on a acté déjà deux conditions, de pouvoir lutter ensemble contre l'insécurité et le terrorisme, mais aussi d'acter aussi la libre circulation des biens et des personnes. Vous comprenez, sur l'espace CEDEAO, l'espace AES aussi. Comprenez, mais il faut qu'on dise, que je dise à M. Touré, qu'on dit que en fait, nous avons été victimes de sanctions illégitimes, illégales. Vous savez, au Mali, le problème, c'est quoi? Je l'ai dit, on en reviendra même pendant le PAG, au thème consacré au PAG. On s'attaque plus aux conséquences qu'aux racines du mal. Comprenez? Mais est-ce que la CEDEAO s'est levée un seul matin pour pouvoir imposer ces mêmes sanctions-là au Sénégal, à la Guinée-Bissau, à la Gambie? Non. Pour qu'on arrive à ces sanctions, il a eu forcément quelque chose qui s'est passé. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Non, je viens. Il faut qu'on se dise aussi la vérité. C'est nous qui avons volontairement demandé 18 mois pour la transition. La CEDEAO ne s'est pas impliquée là. Arrivé ces termes, on dit qu'on est dans l'impossibilité d'organiser les élections. On projette encore de prolonger la transition de 2 à 5 ans. Heureusement, sous la pression de la CEDEAO, on est venu à 24 mois. Vous comprenez? Donc, si nous-mêmes, on n'est pas parvenus à respecter nos engagements, forcément, quand il y a un protocole additif là, concernant la gouvernance et les élections, forcément, il va falloir que des sanctions tombent. Effectivement, les sanctions sont allées plus loin qu'on ne le pensait. Et ça, j'accuse un peu la CEDEAO par rapport à ça. Et la sanction qui a le plus fait mal au Mali, c'est d'avoir bloqué les fonds au niveau de la BCEAO. Oui. Et même l'autre jour, le Premier ministre l'a dit, la tension des trésoriers au niveau des banques s'explique par le fait que pendant les 6 premiers mois de 2022, l'État n'a pas participé aux appels sur le marché des titres publics de l'UMOA. Et jusqu'à présent, on traîne un peu les conséquences. Et c'est vrai, la CEDEAO est allée loin. Mais respectons d'abord, disons, donnons l'exemple par rapport à nos engagements. Et ça s'est traduit même au niveau national ici. Et on a dit, on est venu pour mettre de l'ordre, donc nous sommes des militaires, nous allons partir. Vous comprenez? Après, on dit, non, la transition, il ne reste que 8-9 mois, et aidez-nous à gérer ça, nous allons partir. Et après, lors de la rentrée des cours et tribunaux, à la Cour suprême, on dit, j'engage le Premier ministre à réunir toutes les conditions humaines, matérielles et financières pour l'organisation des scrutins, gage d'un retour à l'ordre constitutionnel et d'un retour de la paix. Et 6 mois après, on se proclame président de la République et on demande 5 ans de plus. Ça veut dire que le non-respect des engagements, ça continue. Mais le président ne s'est pas proclamé. Non, le non-respect des engagements, ça continue. Bon, la même chose qu'on a fait à la CEDEAO, c'est la même chose qu'on est en train de faire ici au niveau national aussi. Dire quelque chose, c'est dédié encore. Donc ça ne peut pas continuer. On accuse la CEDEAO, mais en réalité, on a suivi les Maliens aussi à l'interne, on subit ces mêmes propos-là aujourd'hui. Dire aujourd'hui quelque chose et produire le contraire le lendemain. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Vous comprenez? J'ai dit
je le répète, je suis pour l'AES, mais uniquement dans sa charte fondatrice. La lutte contre l'insécurité et le terrorisme international des 3 frontières. Je suis 100% pour l'AES dans ce cas. Combien d'organisations sous-régionales même existent même au sein de la CEDEAO? Il y a le Conseil de l'Entente qui est là, qui relie le Bénin et le Togo. Il y a l'Organisation des pays riverains du fleuve Manu, qui relie la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il y a le MVS qui est là. Comprenez? Donc l'AES n'est pas incompatible au sein de la CEDEAO. On peut rester dans l'AES, dans la CEDEAO, tout en gardant l'AES dans sa charte fondatrice, uniquement la sécurité et la défense au niveau des 3 frontières. Vous comprenez? Le président ghanéen l'a dit, et je le rejoins, on est mieux à 15 qu'à 3. Comprenez? Et par rapport à la monnaie, effectivement, on a déjà projeté pour l'éco au sein de la CEDEAO en 2027, horizon 2027-2028. Et là, déjà, les négociations sont très avancées. Et déjà en 2019, les 3 conditions ont été exigées à la France par rapport à l'Union, au franc CFA, pour qu'on puisse immigrer vers l'éco. Ces 3 conditions sont quoi? C'est de rapatrier les réserves qui sont dans le compte d'opération de la France à la BCAO. Et ça, c'est déjà fait. Nos réserves ne sont plus domiciliées au compte d'opération de la BCAO. On a demandé à la France de se retirer du conseil d'administration de la BCAO. Et ça, c'est déjà acté. Et la France ne siège plus au comité de politique monétaire de l'UMOA aussi. Donc, vous comprenez? Donc, pratiquement, le CFA, on le gère maintenant au niveau de la BCAO, on ne le gère plus au niveau de la France, quoi qu'on dise. Vous comprenez? La France ne s'implique plus dans le franc CFA. C'est uniquement géré au niveau de la BCAO maintenant. Et on se projette de partir vers l'éco. Et le Nigeria qui a sa monnaie, le Naira, le Ghana qui a sa monnaie Sidi, la Guinée plutôt qui a sa monnaie, le franc guinéen. Vous comprenez? Donc, tous vont abandonner leur monnaie là au profit de l'éco. Je crois qu'on serait plus fort comme ça. Peut-être que c'est trop tard. Ils sont déjà engagés parce qu'ils ont dit que c'est irréversible, c'est irrévocable. Bon, on attend. Espérons quand même que je puisse me tromper dans mes analyses et que le pays, le Mali, puisse bénéficier des Monsieur Sissoko, pour sortir de ce thème-là, les perspectives entre la CEDEAO et l'AES? En fait, les perspectives sont bonnes parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que les pays de l'AES vont continuer à collaborer avec ceux de la CEDEAO et vice-versa. Je crois que rien qu'à en juger par le communiqué qui a sanctionné en tout cas la rencontre entre le président de la commission de la CEDEAO et puis les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES, je crois que ça augure en tout cas d'une très bonne collaboration. Mais ce qui est quand même dommage, encore une fois de plus, c'est le fait justement de sortir de cette organisation. Je suis vraiment... je suis formel là-dessus. Moi, je pense que le point de non-retour est déjà atteint. Ça a été une erreur. Et cette erreur-là, je crois que ce n'est pas bon. Ça ne nous fait pas avancer. Maintenant, pour rebondir un peu sur ce que Touré a dit, moi, je crois qu'il faudrait d'abord comprendre qu'une monnaie, la force d'une monnaie réside surtout de la capacité des États qui arrivent à la soutenir. Et je suis sûr d'une chose, quand tu prends en tout cas le marché de la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, je crois qu'il y a en tout cas une monnaie créée par ces pays-là est beaucoup plus forte qu'une monnaie qui était peut-être créée par 3 États. Et encore une fois de plus, je crois que sortons justement de cette rhétorique qui consiste à dire que oui, parce que nos problèmes n'ont pas été pris en compte par la CEDEAO. Alors, en fait, j'ai comme l'impression qu'on est en train d'assigner des missions à la CEDEAO qui ne sont vraiment pas les leurs, parce qu'en réalité, chaque État est souverain, en tout cas dans sa gestion, dans la gestion de son pays, pour justement s'occuper de ces problèmes. Donc moi, je crois encore une fois de plus, mettons l'accent sur les acquis, sur les avancées que nous constatons au niveau de la CEDEAO, plutôt que chaque fois de mettre l'accent sur les petits, en tout cas, les petites erreurs commises ça et là. Aucune organisation au monde n'est parfaite à 100%. Oh, merci, M. Sissoko. Dr Touré, donc pour terminer, le communiqué dit que les partis ont salué l'esprit de fraternité et de responsabilité. Donc on peut dire qu'il y a de belles perspectives. Bon, c'est ce qu'on appelle le sapeur-pompier qui vient un peu en retard. Parce que la CEDEAO devait venir avant. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais pour revoir un peu sur ce que Yattara avait dit, c'est une très mauvaise lecture de penser que les pays de l'AES sont sortis de la CEDEAO à cause de la durée de la transition. Ça, c'est une très mauvaise lecture. Les pays sont sortis parce qu'il y avait eu des problèmes conjoncturels. Il y avait eu de véritables problèmes dont les solutions ont été apportées à un moment donné. Donc, ce n'est pas lui, moi, c'est des populations qui sont sorties. Mais il dit qu'on peut se regrouper comme le MVS, non, c'est ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire que ça, c'est une organisation. C'est une confédération politique avec des entités comme la CEDEAO.
Non seulement il y a la libre circulation, il y a la diplomatie, il y a l'armée. Ce n'est pas que comme l'OMVS ou bien l'ET. Non, c'est une confédération structurelle, avec des princes, avec un président, avec tout ce qu'il faut, qui, à un moment donné, a commencé vers la confédération. Il y a les comités qui sont en train d'être mis en place. Donc, pour continuer aussi, pensant que les gens se proclament, les gens ne se sont pas proclamés. Il y a eu ce qu'on appelle les dialogues, les recommandations. Il y a eu les dialogues intermaliens, il y a eu les rangs avec les forces vives. Donc ces résultats sont sortis pour faire des propositions. Donc pour continuer aussi, parlant du franc CFA, même sa définition pose problème. Si on définit le franc CFA comme quoi? Le franc des anciennes colonies de la France. Donc il faut vraiment qu'on se donne la liberté pour une fois qu'on accepte que ce qui se passe, ce n'est plus la décolonisation, mais c'est la décolonisation de façon évidente, avec une rupture définitive, avec toute ingérence extérieure. Auparavant, il y a eu les mouvements panafricains, mais cette fois-ci, c'est la chance où il faut véritablement se décoloniser, véritablement se remettre en question pour aller de l'avant. Mais est-ce que la rupture totale est possible avec aujourd'hui un monde multipolaire, aujourd'hui avec les intérêts liés, avec le monde est devenu un petit village? On avait dit la rupture totale n'est pas conseillée. Il y a toujours ce qu'on a dit, les intérêts. Dans les faits même, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les accords bilatéraux. Mais qu'on le veuille ou pas, il faut la souveraineté, ce que l'a souligné. La gestion interne de chaque pays relève de ce pays. Qu'on ne s'impose pas dans la gestion interne. On ne peut pas s'asseoir et discuter de votre pays, on ne peut pas s'asseoir et discuter de votre famille en lieu et place de ce chef de famille. Mais la vie des nations aujourd'hui, c'est le rapport de force aussi. Hein? C'est humain, c'est comme ça. Tout à fait, tout à fait. Aïdara, Yatra, pardon. De dire à M. Touré que je le dis, je le maintiens, le retrait de la CEDEAO, c'est juste pour échapper au protocole additif en ce qui concerne la politique, la démocratie et la bonne gouvernance. Et la preuve, ça s'est matérialisé par ce que lui-même a appelé les recommandations des concertations des forces vives. Mais quelle concertation? Une concertation qui commence au niveau régional. Les habitants du cercle ne sont pas intéressés, ne sont pas impliqués. Les habitants des arrondissements ne sont pas impliqués. Les habitants des villages ne sont pas impliqués. Donc le Mali commence à partir des régions. Il y a eu des représentants. Non. Je suis formel. Le dialogue intermalien, ça a commencé au niveau communal. Vous comprenez? Et là, on commence directement au niveau régional. Les cercles sont exclus, les arrondissements sont exclus, les villages sont exclus. Vous comprenez? Et je le dis, je le répète, un seul ministère a été concerné. À 95%, le ministère de l'Organisation territoriale et de la décentralisation. Parce que les représentants, les participants, c'était qui? C'était les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les autorités coutumières et traditionnelles, les maires, les élus, la société civile. Tout ceci relève du seul ministère de l'administration territoriale. Et les 3 jours, c'est quoi? Un représentant du CNJ, un représentant du ministère de la promotion de la femme et un représentant du ministère des Affaires religieuses. Un seul ministère, les participants, un seul ministère à 95%. Et vous parlez de forces vives en ce moment? Des forces vives qui ne regroupent qu'un seul ministère? Non, je vous en prie. Mais le ministère de l'administration territoriale aussi, ce n'est pas comme les autres ministères. Non, c'est pas comme les autres. Non. J'ai dit c'est un seul ministère. Vous comprenez? On aurait dû élargir l'éventail. On dit les partis politiques. Mais les partis politiques, chercher quoi je n'ai même pas parlé, je n'aime pas du tout parler des partis politiques parce qu'ils ont été complètement dissous, en moins qu'on transpose le problème ailleurs. Donc je préfère ne pas parler de ça. Mais j'ai dit, je le répète, ces forces vives-là n'étaient pas représentatives de l'ensemble de la France. Merci bien. On va donc fermer ce chapitre-là. Le plan d'action du gouvernement PHG, M. Sissoko, donc on peut le dire sans surprise, a été approuvé par le CNT. Votre analyse là-dessus? Oui, mon analyse, en fait, le plan d'action gouvernemental, c'est d'abord une des prouesses de la démocratie, parce qu'on a connu ça avec la démocratie. Et le Premier ministre passe devant le CNT pour justement dire, si vous voulez bien, ce qu'il entend faire. Vous saluez cette initiative? Je la salue, franchement, parce que c'est une des prouesses, un des résultats de la démocratie. Et cette démocratie qui est malheureusement très mal menée aujourd'hui. Donc je crois que une déclaration de politique générale, un plan d'action gouvernemental, c'est juste une déclaration de bonnes intentions. C'est un discours que le Premier ministre vient en tout cas lire devant les représentants du peuple et dans lequel discours il décline justement en axe, en priorité, ce qu'il compte faire en tant que Premier ministre, en tant que chef du gouvernement. Maintenant, je crois que le CNT, ce que j'attendais du CNT,
je crois que le CNT n'a pas joué ce rôle-là. Et ça veut dire que c'était justement des questions relatives, en tout cas à nos priorités, et surtout aux voies et moyens que le Premier ministre entend mettre en œuvre pour justement avoir l'argent. C'est ressorti dans certaines questions. Hein. Oui, bon, justement, ça veut dire que les débats n'ont pas été roulés malheureusement. C'était une rencontre entre justement des gens, des amis, une rencontre entre amis, ou alors où on sait peut-être juste pour faire croire en tout cas au peuple que voilà, il y a ça. Mais en fait, ce qu'on attendait fortement du CNT, c'était justement des questions poignantes, comme on l'a vu d'ailleurs avec l'ancien Premier ministre. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. C'est-à-dire que ça a été trop facile et puis tout le monde a voté d'accord. Le vote n'est pas justement si mauvais en soi, mais est-ce que le Premier ministre, son PAG là, est-ce qu'il est capable justement de mettre en œuvre, surtout que c'est justement on va en venir, en 2000, c'est juste pour un an. Et le chiffre qui est lié à ça, 1600 et quelques milliards, je crois où est-ce qu'on va tirer justement de l'argent pour réaliser en tout cas ce plan-là. Docteur Touré, sans surprise, donc, le plan d'action du gouvernement est passé au CNT. Donc, et M. Sow dit qu'il regrette qu'il n'y a pas eu de débat houleux. Bon. Alors que bon, il y avait certaines questions qui étaient vraiment... Peut-être qu'il n'a pas tout suivi. Est-ce qu'il n'a pas tout suivi? Parce que est-ce qu'il a le temps de prendre la télé 3 heures, 8 heures? Ce n'est pas facile. Vu compte tenu de ses engagements, ce n'est pas facile. Donc pour moi, pour le PAG, je salue surtout la qualité du plan, un plan bien ficelé. Je salue aussi le rôle du CNT. Est-ce que pour vous, ça a été une lettre à la poste? Bon, ça n'a pas été facile parce que ça a été présenté, il fallait attendre les débats, les questions-réponses. Heureusement, les réponses ont été apportées, satisfaisantes, ce qui justifie à bon escient les plébiscites qu'on a 128 pour 0 contre 0 abstention. Le confrère dit que ça a été trop facile. Bon, peut-être comme on peut juger, quand on regarde souvent la télé, le match, tu penses que le joueur pouvait marquer, mais il faut rentrer dans le terrain pour comprendre. Donc, moi, je le comprends. Donc, c'est pour dire que le PAG, vraiment, comme je l'ai dit, c'est un bon document. La différence, c'est que la déclaration, on a l'habitude de dire que c'est le quoi et le pourquoi. Le PAG, c'est ce qu'on appelle le plan d'action, qui comprend le comment, le qui, et le quand et avec quels moyens. Je pense que cette fois-ci, le plan d'action gouvernementale a été bien structuré, qui, je suis sans doute convaincu que sa réussite pourrait être liée à la sécurité, à la stabilité, et pour qu'on aille vers des élections crédibles et transparentes. D'accord. Monsieur Yattara, le plan d'action du gouvernement. En fait, je ne parlerai pas du plan d'action gouvernemental, je parlerai plutôt des questions au Premier ministre qui m'ont vraiment réconforté dans ma position, dans mes analyses précédentes. J'ai toujours pointé du doigt du fait que l'insécurité, la sécurité au Mali, c'est uniquement au niveau du district et des capitales régionales et des cercles. Au niveau arrondissement et village, c'est problématique. J'ai été réconforté par ça, par l'honorable Agachou Ramatan, qui est venu vraiment pointer du doigt ce problème-là. J'ai toujours pointé du doigt le fait qu'il n'y avait pas une semaine même sur ce même plateau avec Air Renouveau, j'avais dit que 2000 écoles étaient fermées. Mais après le débat dans cette émission, beaucoup m'ont appelé, tes chiffres sont exorbitants par-ci, par-là. Mais le président de la commission de défense lui-même a affirmé 2008, plus que ce que j'avais dit, 2008 écoles fermées. Vous comprenez? Donc, j'avais dit dans le thème précédent qu'en réalité, on s'attaque plus aux conséquences qu'aux racines du mal. Comprenez? Je donne un seul exemple. On dit qu'on doit importer 300 000 tonnes de riz. On doit importer 200 000 tonnes de riz. On doit importer 150 000 tonnes de blé. Mais écoutez, au Mali, est-ce qu'avec le fil du Niger, si on met effectivement le fil du Niger en valeur, est-ce qu'on a besoin d'importer du riz? Je crois qu'il faut partir vers une réforme. Monsieur Yattara, le fil du Niger là depuis 1932. Je n'en veux pas la transition. Je n'en veux pas la transition. J'en veux même à tous les régimes qui sont passés. 1 million d'hectares. Le barrage de Marcal a été construit avec la possibilité d'irriguer 1 million d'hectares. Et 64 ans après, on n'est pas encore à 300 000 hectares. Quel gâchis. On n'est pas encore à 300 000 hectares. Mais pourquoi les différents régimes n'ont pas pu réaliser ça? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je n'en veux pas à la transition. Je ne parle pas du PAG. C'est un problème malien aujourd'hui. Avec le fil du Niger, c'est un gâchis. 64 ans après, on n'est même pas arrivé à 500 000 hectares. Comprenez?
Et vous venez, vous dites 200 000 tonnes. 200 000 tonnes. Non, c'est une question de production. C'est une question de production et de productivité, c'est tout. Comprenez? Ça arrange certains grands opérateurs qui sont dans les faveurs, dans les grâces du pouvoir, de pouvoir peut-être empêcher le fil du Niger d'atteindre sa vitesse de croisière et de pouvoir profiter des importations. 200 000 tonnes de sucre, avec Dougabou et Siribala, on n'a même pas besoin d'importer du sucre. Le blé, la zone de Diré est une zone de culture de blé par excellence. Si on met cette zone de Diré en valeur, on n'a pas besoin d'importer du blé. On dit encore, on veut donner 5 000 emplois, 5 000 stages de qualification aux jeunes. On dit encore, on veut donner 3 000 stages de professionnels aux jeunes. Mais écoutez, le problème des jeunes, c'est quoi à ce niveau-là? C'est juste une réforme de la formation professionnelle qu'il faut faire. Vous comprenez? Une réforme de la formation professionnelle qu'il faut faire. Il faut tout ça. Moi, mon cabinet a été, en 2012-2013, mon cabinet a été choisi pour faire le schéma directeur de formation professionnelle, que ce soit au niveau de Gao, que ce soit, j'ai fait pour Gao, j'ai en partie fait pour Sigassou, et disons, finalisé pour le district de Bamako. Comprenez? Les constats sont les mêmes. Une adéquation entre la formation professionnelle et les besoins prioritaires de l'économie. Aujourd'hui, on a une formation professionnelle qui est uniquement basée sur le secteur tertiaire. Banque, secrétariat, employés de commerce, transit, qui ne sont pas des créneaux porteurs d'emploi. Vous comprenez? Quand on continue à former des chômeurs, il va falloir que vous nous donniez des stages de qualification aux jeunes, des stages professionnels aux jeunes. Mais si on réforme la formation professionnelle... Mais tous les régimes savaient qu'il y avait l'inadéquation entre la formation et le marché. C'est une volonté politique. Il faut aller forcément vers ça. Au lieu de donner chaque fois peut-être 3 000, le cumul des frais de stage, de qualification et de stage professionnels. J'ai vu une cérémonie au CCO où le président de la transition est venu donner un chèque géant de 3 milliards pour pouvoir éponger les frais des stages de qualification. Alors, mais pourquoi ne pas investir dans une formation professionnelle en profondeur de la formation professionnelle? On aurait économisé ce montant-là. Vous avez une formation professionnelle qui ne forme que des chômeurs. Et c'est pour cela, généralement, même les ouvriers, les artisans de la sous-région sont venus prendre tous nos marchés ici. Parce qu'on n'a pas une formation... Mais de façon générale, voilà. Moi je pense que ce plan-là est vraiment détaillé et très bien... Bon, détaillé, permettez-moi de vous dire, je l'ai dit, il y a en plusieurs parties, on était déjà dans le plan avant le plan. Vous comprenez? Défense et sécurité, il a dit la construction des camps militaires, Bougouni, San, Kouchala, Djema, Kita. Mais ces camps, soit d'autres sont déjà inaugurés, soit d'autres sont à un taux d'exécution de 95% en 2024. Pourquoi les insérer dans le plan? Pourquoi? Vous comprenez? Il dit encore, nous allons offrir, la fourniture d'électricité va passer de 6h à 19h. Mais on est dans ça depuis le mois de carême. Le DG de l'EDM l'a dit. Effectivement, même si ça n'a pas été exécuté à 100%, mais on peut dire quand même de 6h à 19h, à 90% ça a été exécuté. On est dans ça depuis le mois de carême. Il a dit, par exemple, le truc, la gestion intégrée des ressources humaines. Mais ce lancement a été fait depuis sous ICASA. Et ça, c'était à la présidence de la République. Donc, pêle-mêle beaucoup d'actions en réalité. On était déjà dans le plan avant le plan. Vous comprenez? Moi, je crois que lui-même, ce qui m'a réconforté, est-ce que les moyens en réalité sont là? Quand lui-même, il reconnaît qu'il a une tension de liquidité, une tension de trésorerie au niveau des banques. Il l'a reconnu. Et aujourd'hui, quand tu prends même la structuration du budget, lui-même, il a dit que 964 milliards de masse salariale en 2024. Il dit bien 964 milliards de masse salariale en 2024. Quand vous ajoutez à ça les fonctionnements qui vont peut-être dans les 300 à 400 milliards, on est déjà dans quoi? On est déjà dans 1000 et quelques. Bon, alors qu'on a un péage de 1 milliard 600 millions et 1600 milliards. Vous comprenez? Donc, je crois que la question se pose, est-ce qu'en réalité les moyens sont là? Et l'honorable Aga Chouratan a bien posé la question, est-ce qu'il y a une soutenabilité budgétaire pour recruter 15 000 soldats, 9 000 agents de sécurité au regard des et 34 000 ex-combattants? Il l'a dit. Donc en réalité, ça pose beaucoup de problèmes. Et attendons voir à l'exécution. Comme on le dit, on reconnaît le bon mensonge au pied du mur. D'accord. Monsieur Sogo, Abdel dit que vraiment il y a beaucoup de problèmes, mais ce plan est vraiment bien détaillé. Mais la faisabilité? Oui, c'est surtout la question qu'il faut se poser. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais dire à Abdallah que quand il essaie de peindre en blanc justement les potentialités, vous savez, l'Afrique regorge plus de 30% des ressources naturelles à minerais. L'Afrique a 12% en tout cas de produits pétroliers.
mais l'Afrique reste le continent le plus pauvre. Donc c'est dû tout simplement, en fait, en tout cas, d'abord à un manque de vision, à l'instabilité chronique, en tout cas, sur le continent. Je crois que le Mali, et le problème, en tout cas, le retard que nous sommes en train d'accuser, est dû en grande partie, en tout cas, aux différents coups d'État à répétition que nous connaissons depuis 1968. Et malheureusement, jusque-là, on n'arrive pas justement à sortir de ça. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai, le plan sur le papier, c'est une très bonne chose, surtout que le plan tire en tout cas sa source de la lettre de cadrage du président de la transition, qu'il a en tout cas soumise en tout cas au Premier ministre quand il a été nommé. Les 8 axes, en tout cas, c'est ce qui a été détaillé dans le plan d'action gouvernementale. Oui. Donc sur le papier, on peut dire que c'est une très bonne chose, mais la question qu'on se pose, fondamentale qu'on se pose, c'est que où est-ce qu'on va tirer les ressources, en tout cas financières, pour réaliser ça? Surtout qu'un pays où alors les ressources financières deviennent de plus en plus rares, et dans un pays où alors, avec la transition, les établissements financiers ne font de moins en moins confiance, en tout cas à l'État. Oui. Je crois que ça va être très difficile. C'est pourquoi nous avons... Mais pour faire des grandes choses aussi, il faut faire un budget et ensuite se lever pour chercher les moyens. Imaginez le budget déjà, le déficit avoisine les 600 milliards, les 500 milliards. Alors un budget qui est comme ça, alors que forcément le PAG va tirer en tout cas sa substance en tout cas de ce budget-là. Où est-ce qu'on va trouver les fonds nécessaires pour justement réaliser? Sinon, si on a les fonds, je crois que ça va être une bonne chose. Mais on est déjà habitué à avoir en tout cas un bon PAG, mais au finish, en tout cas à la fin de l'année, l'évaluation donne, en tout cas, j'ai peur que ça ne donne pas les 3%, les 3 sur 20 que mon frère Moussar a donné au Premier ministre Choguel Maïga. Donc j'ose en tout cas espérer que lui le fera mieux que son prédécesseur et nous allons le juger en tout cas à la fin justement de l'année. Docteur Touré, un PAG très très détaillé, mais la faisabilité? Bon, la faisabilité, moi je n'en doute pas, hein, parce que ceux qui ont bien compris... Les moyens sont là? Les moyens sont là parce que c'est bien structuré et c'est sectoriel. Donc malgré que c'est une politique publique, c'est les départements sectoriels qui ont produit le document pour la finalisation. Donc, si on sait que ce document aussi, ce qu'on appelle le PAG, est issu de la lettre des initiatives nationales récentes. On a la feuille de route de la transition. Oui. Nous avons les recommandations des assises nationales, nous avons le dialogue, nous avons aussi la vision Malikoura, Netasira, en 2063. Nous avons aussi la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème. Maintenant, le mécanisme existe. Les mécanismes de suivi et évaluation, ça a été dit. Il y a les indicateurs d'objectifs qui seraient au nombre de 75 indicateurs d'objectifs et les indicateurs d'activité qui seraient au nombre de 411. Au fur et à mesure, donc, périodiquement, le gouvernement serait obligé de venir au CNT, devant le CNT, pour poser les actions qui ont été réalisées. Et la particularité de ce PAG, pour moi, c'est que dans le financement, c'est sur le budget national. Il n'y a pas d'apport extérieur. Et je pense que ceux qui ont été à l'INSEE, ceux qui ont rédigé, ont pris le soin de voir la disponibilité et la faisabilité. Nous avons déjà ce qu'on appelle les réformes du code minier. Donc ça commence déjà à porter fruit. Nous avons les taxes, donc nous avons les recettes fiscales et non fiscales pour pouvoir y aller. Moi, mon souci principal, c'est surtout la gestion. La gestion, il faut impliquer les acteurs concernés, faire le suivi, évaluation au fur et à mesure de la réalisation. Mais il y a beaucoup d'acteurs aussi qui émettent des réserves parce qu'on a vu des grandes politiques auparavant qui sont bien ficelées, mais en réalité, le suivi n'était pas. Donc pour cette fois, est-ce qu'il y a une différence? Oui, la différence était que dans le PAG, c'est... Il y a une assurance? Il y a une assurance structurée. Le point de départ de ce PAG, c'est que le fondement est la sécurité. Il faut la sécurité, il faut capitaliser les acquis. Ceux qui pensent que avoir inauguré des camps en 2024, non. La politique de la transition, pour moi, ce n'est que si on prend l'ensemble des actions sous la transition qu'il faut capitaliser. Et ce PAG, on l'a vu, c'est 2025-2026. Donc c'est pour dire qu'il faut capitaliser les acquis, améliorer pour aller de l'avant. Nous avons des améliorations, ce qu'on appelle la dimension AS, qui a été inclue. Parce que ce PAG prend la création de l'AS comme un espace pour lutter contre le terrorisme et la libre circulation, une politique commune. Si on voit aussi l'innovation majeure, ce qu'on appelle l'approche holistique de la sécurité, les plateformes opérationnelles de Google locaux, pour ramener les citoyens, les administrés auprès des administrateurs. Nous avons une innovation majeure qu'on appelle les 9000 soldats pour
les axes. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'innovations. Mais ce qu'il faudrait retenir, ce péage pour moi est un péage idéal pour faire sortir du Mali vers une stabilité, pour ouvrir la voie, ce qu'on appelle à des élections libres et transparentes. Monsieur Yatara, M. Touré dit que les moyens sont là, parce que ceux qui ont rédigé, vraiment, ils ont pris le soin de vérifier les comptes. Vous savez, le plan d'action gouvernemental de Choguel, c'était budgétisé à 2050 milliards. C'est les mêmes experts qui l'ont fait. C'était même pas financé par le budget d'État, contrairement au plan d'action gouvernemental de Mokhtar Wan, qui était financé par le budget d'État. Oui. Choguel était à 2050 milliards. C'est les mêmes experts qui ont monté. On est à quoi aujourd'hui? On est à quoi aujourd'hui? Comprenez, c'est pas que, vous savez, c'est pas les bons documents qui font en réalité développer le pays. Il faut prendre en compte la réalité, ne pas se projeter dans l'utopie. Vous savez, on dit on va créer 85 écoles fondamentales, 11 lycées d'ordre d'excellence. Les 2008 là, on les laisse pour compte. Les 2008 écoles fermées. Moi, je crois qu'on devrait mettre en place une politique pour une réouverture progressive de ces écoles-là, plutôt que d'en ouvrir. Les enfants qui ne sont pas partis à l'école dans ces 2008 écoles-là deviennent des proies faciles pour les djihadistes. En ouvrant ces écoles-là progressivement, on aurait fait un pas dans la lutte contre l'insécurité, dans la lutte contre le terrorisme. Comprenez? Moi, je vois les choses comme ça. Pourquoi aller créer 85 nouvelles écoles fondamentales alors que vous avez 2008 écoles fermées et vous n'avez même pas, vous ne nous avez même pas montré comment est-ce qu'il faut réouvrir ces écoles-là? Donc c'est fermé, c'est bon. On en ouvre. Comprenez? Moi, je crois qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Et on dit, il faut qu'on dit aux gens un plan de ce gouvernemental qui va nous amener vers le développement. Écoutez là. Nous, on ne cherche même pas l'émergence pour le moment. L'émergence, là, c'est même un autre bout du monde, l'autre bout du monde pour le Mali. Nous voulons d'abord une croissance consolidée. C'est ce que nous cherchons. L'émergence, là, c'est la Chine, c'est le Brésil, c'est Singapour. Comprenez qu'on va aller à ce niveau-là maintenant. Allons-y vers une croissance économique consolidée. Si on aura fini avec ça, on peut se projeter vers l'émergence. Comprenez? Moi, je ne peux pas comprendre. Et regardez, même on était obligé, même par rapport à la tension des trésoreries, de solliciter une facilité rapide de crédit au niveau de la Banque mondiale de 125 millions de dollars. Comprenez? Et le Premier ministre l'a reconnu que les banques, effectivement, sont victimes aujourd'hui d'une... Mais moi, je pense que l'État aussi fait des efforts avec tous ces problèmes-là. L'État arrive à maintenir les salaires. Vraiment, nous ne sommes pas dans... On a pratiquement un budget de salaire. On a pratiquement un budget de salaire. Mais je pense que ce n'est pas une catastrophe aussi. Sur 2300 milliards en budget réel, je ne parle même pas du déficit. Non, je dis que ce n'est pas une catastrophe économique au Mali. Il faut le reconnaître aussi. Qu'est-ce qui n'est pas une catastrophe économique? Aujourd'hui, l'état actuel du Mali. Ce n'est pas une catastrophe économique, mais tout le monde le sait. Aujourd'hui, le Mali traverse une période économique. Oui, il y a des problèmes, certes. Vous comprenez? Donc, n'essayons pas de peindre tout en blanc pour encore donner une fausse image à nos autorités qui peuvent se contenter de ça. Je crois que moi, on rendrait service à nos autorités en leur disant la vérité. Mais moi, je pense qu'il faut faire ressortir aussi les... Non, il faut faire ressortir aussi les efforts de l'État. Je vous donne un seul chiffre pour montrer que cette transition a beaucoup fait. Quand cette transition est venue en 2020, en 2022, on avait une masse salariale de 690 milliards. Mais l'application des PV de conciliation nous a amené aujourd'hui à 964 milliards. Cette transition a fait quelque chose. Ça, c'est un acquis. De 690 milliards à 964 milliards, ça veut dire que beaucoup de choses ont été faites. Vous comprenez? Même peut-être en nous affranchissant des Occidentaux. Moi, je suis parfaitement d'accord pour ça. Parce que ça a donné une nouvelle mentalité aux Maliens sur le plan international. Ça, c'est des acquis. Mais ce qui n'est pas bon aussi, il faut le dire, pour pouvoir aider nos autorités à sortir de ça. Mais quand on pète tout en blanc, pour dire qu'il n'y a pas de sécurité au Mali, les écoles ne sont pas fermées, mais quel service on rendrait à nos autorités? On ne rendrait pas service. Il faut leur dire la vérité, dans le respect de nos autorités et dans le respect dû à leurs fonctions. Et c'est ce qu'on fait quotidiennement. Sans manquer de respect à qui que ce soit. C'est comme ça qu'on rendrait service à notre pays. Mais pas toujours leur dire que non, tout va bien, ces plans-là, non, ça va nous amener vers l'émergence, ces plans-là, ça va nous amener vers le développement. Alors qu'il y a des éléments là-dedans qui ne tiennent même pas.
Il faut les dire. Moi, je salue ici l'honorable Ashuratan. Axe par axe, il a fait ressortir les préoccupations des Maliens. Okay. Vous comprenez? D'accord. Vous comprenez, même quoi qu'on dise, le président de la commission de défense, il a eu le courage de dire il a eu 2008 écoles fermées. D'accord. Merci. Et pourtant, beaucoup de propagandistes l'avaient nié. Votre dernier mot. Bon, moi, je dis toujours que quand je critique, c'est des critiques constructives. Et je souhaiterais chaque fois que je me trompe. Vous avez fait ressortir les acquis. Voilà. Je souhaiterais chaque fois que je me trompe dans le critique pour le bonheur du Mali, pour le bonheur de nos populations. Je souhaiterais que je me trompe, mais ce qui ressort de mes analyses, je les étale, je les mets à la disposition de nos autorités, mais je souhaiterais que je me trompe. C'est tout. D'accord. Monsieur Sogo. Bon, comme mot de la fin, moi j'ai plutôt un message à lancer à l'endroit des autorités pour qu'elles sachent véritablement que nos critiques ne sont pas des critiques pour critiquer. Selon vous, il y a eu beaucoup d'acquis aussi. Il y a eu des acquis, indéniables, il y a eu des acquis. On ne peut pas nier ça, vous savez, dans une gouvernance, tout ne peut pas être noir. Tout ne peut pas être rose, comme tout ne peut pas être noir. Donc il y a eu des acquis, c'est indéniable. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, il y a plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs. Et c'est ce qu'on dit, en tout cas, chaque fois à nos autorités, pour qu'elles comprennent cela. Et que la situation dans laquelle se trouve le Mali, nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est-à-dire que si nous continuons comme ça, ce n'est pas bon, même pour les autorités. Donc c'est pourquoi nous souhaitons justement qu'elles comprennent qu'un État, c'est d'abord les institutions, et c'est le respect des institutions. Je crois qu'en allant vers ça, je crois que franchement, nous allons avancer véritablement. Merci. Mais en nous maintenant dans cette position, ce n'est pas bon pour le pays. Merci, M. Sogo. On va terminer avec M. Touré. D'accord. Comme mot de la fin, c'est pour dire à ceux qui veulent comprendre que les écoles fermées sont liées à l'insécurité. Et la plateforme opérationnelle annoncée en début d'année a commencé à se structurer. Il dit qu'il faut songer à les Oui, c'est ce qu'on appelle la plateforme, la plateforme opérationnelle du Boukoloko a pour objectif de canaliser le retour de l'administration dans les zones d'insécurité, à faire retourner les autorités. Quand les autorités retournent, les écoles il y aura une ouverture d'école. Et quand il y aura une ouverture, qu'est-ce qu'il faut? Il faut agrandir. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des écoles fermées qu'il ne faut pas en créer. Et pour continuer aussi, les faits sont sacrés. Qu'on le veuille ou pas, la reconquête territoriale continue. Au fur et à mesure que les zones seront livrées, les écoles seront réouvertes. Mais cela n'empêche pas qu'il faudrait prendre en charge ceux qui en ont besoin. Les zones qui en ont besoin, il faudra en créer. Et le retour de l'administration est une des conditions pour que les écoles soient ouvertes dans les zones d'insécurité et que le retour des enseignants soit progressif. Maintenant, pour continuer, je dis bien que le document est un document qui est aligné sur la feuille de route de la transition, les recommandations des assises, les dialogues intermaliens, et aussi la vision Mali-Koura et la stratégie nationale. Le PAG est faisable. Est faisable et dans le temps. Merci Dr Touré, merci M. Sogo, merci M. Eyatara. Chers téléspectateurs, c'était l'émission Regard croisé de ce soir. On avait comme invité M. Abdallah Yatara qui est consultant et formateur, Dr Amadou Touré, enseignant-chercheur et Youssouf Sissogo qui est journaliste. On était en compagnie avec, qui est là, Désiré Dako, Fouzeni Daou, Draman Kone, donc à la DIF sous la supervision de la direction El Hadj Markache Daou et Issa Kaba Esribe. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Regard croisé pour la semaine prochaine. Merci et à très bientôt.